Owen ne jettera pas notre arge par les fenêtres pour elle, a hurlé mon père, sa voix faisant trembler les verres sur la table. Ma mère, assise en face, a ajouté avec un petit rire pincé, son mari pauvre peut payer, si tant est qu'il soit réel. J'ai senti le sang quitter mon visage, mais je suis restée silencieuse. Je n'ai offert qu'un minuscule sourire. Le lendemain matin, un homme en costume impeccable a frappé à notre porte et a tendu à mon oncle un dossier en cuir qui a fait trembler les fondations de notre famille. Avant que je vous raconte les détails de cette journée qui a tout changé, j'aimerais prendre un instant pour vous saluer. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi de quelle ville, de quel pays vous regardez cette vidéo. Dites-moi aussi quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent et imaginer chacun d'entre vous, confortablement installé. C'est parti. Le drame a commencé, comme souvent dans ma famille, un dimanche. Le repas dominical chez mes parents à Lyon était une institution, une sorte de tribunal hebdomadaire où ma vie était jugée, disséquée et invariablement jugée insuffisante. Ce dimanche-là, pourtant, j'étais arrivée avec une lueur d'espoir dans le cœur, une petite flamme fragile que j'essayais de protéger du vent glacial de leur critique perpétuelle. Après des mois de travail acharné, de nuits blanches passées à perfectionner mes formules, à tester des dizaines d'huiles essentielles, à dessiner des emballages, et après y avoir investi la totalité de mes maigres économies, ma petite entreprise de savons artisanaux, Fleur de Peau, était enfin prête à voir le jour. Ce n'était pas juste du savon. C'était mon manifeste, ma déclaration d'indépendance, la preuve tangible que je pouvais créer de la beauté et de la valeur de mes propres mains. J'attendis la fin du plat principal, le gigot d'agneau que ma mère cuisinait chaque dimanche, une tradition aussi immuable que la déception dans ses yeux quand elle me regardait. Mon père, affalé sur sa chaise, commençait à se détendre, le ventre plein, sa mauvaise humeur habituelle légèrement atténuée par le vin rouge. C'était le moment. Maintenant ou jamais. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un oiseau pris au piège, ses ailes heurtant violemment les barreaux de ma cage thoracique. Papa, maman, commençai-je d'une voix que je voulais plus assurer qu'elle ne l'était. Je voulais juste vous dire que tout est prêt pour le lancement. J'ai trouvé un petit local charmant à louer pour le week-end prochain, dans le quartier de la Croix-Rousse. Ce serait pour une petite fête de présentation, pour les amis, les voisins, quelques contacts. Je pris une profonde inspiration. Comme tu l'avais promis, papa, j'aurais juste besoin de la petite aide que tu m'avais proposée pour la location. Tu te souviens, tu avais dit que tu serais fier de m'aider à démarrer. Je n'ai pas pu finir ma phrase. Le visage de mon père, déjà assombri par les difficultés croissantes de sa petite entreprise de matériaux de construction, s'est transformé en un masque de fureur. Il a posé sa fourchette avec un bruit sec qui a fait sursauter tout le monde. Assez. Sa voix a explosé dans le silence de la salle à manger, une détonation de colère et de frustration. On ne jettera pas notre argent par les fenêtres pour tes petites bêtises. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres? J'ai une vraie entreprise à faire tourner, moi, des employés à payer, des factures qui s'accumulent. Et toi, tu viens me parler de savonnettes qui sentent la lavande? Chaque mot était un coup, chargé de son propre stress, de sa propre amertume. Le souffle coupé, j'ai cherché le soutien du regard de ma mère. Erreur fatale. Elle, qui était obsédée par le statut social et qui ne rêvait que de me voir mariée à un « bon parti », a esquissé un sourire méprisant. Ton père a raison, Chloé. Il est temps d'arrêter de jouer à la marchande. À ton âge, tu devrais te préoccuper de choses plus sérieuses, de te trouver une situation stable. Puis, elle a porté le coup de grâce, ses mots distillés comme un venin. Et puis, ton mari imaginaire peut payer, si tant est qu'il existe. Le rire a fusé. D'abord celui de ma cousine Amandine, un rire aigu et triomphant, puis celui de mes oncles et tantes, un rire gêné mais complice, le rire de ceux qui sont soulagés de ne pas être la cible. J'étais seule, humiliée, mon rêve piétiné devant tout le monde. Je me suis souvenue d'une scène, des années auparavant. J'avais 12 ans, et j'avais créé mon premier parfum en écrasant des pétales de rose du jardin dans de l'eau. Ma mère avait souri, avait tamponné le liquide sur ses poignets et m'avait dit « Tu as de l'or dans les doigts, ma chérie. » Où était passée cette mère? Quand s'était-elle transformée en ce juge impitoyable? J'ai senti les larmes monter, brûlantes. Mais je les ai ravalées.
Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, un minuscule mouvement. Mon père a pris mon silence pour une capitulation. Bien, a-t-il grogné. Au moins, la leçon est comprise. Mais ce n'était pas de la soumission. C'était la naissance d'une rage froide et silencieuse. Il pensait avoir éteint la flamme, mais il ne savait pas que le silence peut parfois cacher un incendie. Leur rire résonnait dans mes oreilles, mais au fond de moi, une petite flamme de défi refusait de s'éteindre. Ils pensaient m'avoir brisé, mais ils venaient de réveiller une force que j'ignorais posséder. La nuit qui a suivi ce dîner fut un long tunnel d'insomnie et de rumination. Chaque rire, chaque parole cruelle tournait en boucle dans ma tête, comme une vieille cassette abîmée. Le mépris dans les yeux de mon père, le sourire narquois de ma mère, le gloussement d'Amandine. C'était un poison qui s'infiltrait lentement dans mes veines, glaçant mon sang et pétrifiant mon cœur. Je me suis repassé la scène des dizaines de fois, imaginant des réponses brillantes, des répliques cinglantes que je n'avais pas eu le courage de prononcer. Mais à quoi bon? La réalité était là, brutale et sans appel, j'étais seule. Au petit matin, épuisée mais résignée, je me suis dit que le pire était passé. Quelle idiote j'étais! Le pire ne faisait que commencer. La véritable trahison, la plus vile, la plus calculée, attendait son heure dans l'ombre. Je me suis fait un café, les mains tremblantes, et je me suis installée devant mon ordinateur portable. Le silence de mon petit appartement me semblait assourdissant. Je voulais au moins regarder mon site web, la petite boutique en ligne que j'avais mis tant de cœur à construire. C'était mon refuge, la seule chose qui m'appartenait vraiment, un petit coin de beauté dans un monde de laideur. La page d'accueil s'est affichée, avec ses photos douces de mes savons posés sur du lin blanc, ses descriptions poétiques de « rêve de Provence » à la lavande ou de « câlin d'agrumes » à la verveine. Pendant un instant, j'ai ressenti une bouffée de fierté. Et puis, j'ai vu la notification, un petit cercle rouge vibrant d'une urgence menaçante. Vous avez 12 nouveaux avis. Mon cœur a fait un bond. 12. C'était énorme. Mes premiers clients tests, des amis d'amis, avaient promis de laisser un commentaire, mais je ne m'attendais pas à autant. J'ai cliqué, une vague d'excitation nerveuse me parcourant. Le premier avis est apparu. Une seule étoile. Les mots étaient écrits en lettres capitales, comme des cris de haine. Produit horrible, m'a donné des plaques rouges sur tout le corps. Dangereux. À fuir absolument. J'ai froncé les sourcils. C'était impossible. J'utilisais des ingrédients naturels, hypoallergéniques, chaque lot était testé. C'était sûrement une erreur, une réaction allergique isolée. J'ai fait défiler. Deuxième avis. Une étoile. Arnaque totale. Ça sent le produit chimique à plein nez, direction la poubelle. Ne vous faites pas avoir. Un troisième. Une étoile. Ne mousse pas, laisse la peau sèche comme du carton. Une honte de vendre ça sur Internet. Site à signaler. Les avis continuaient, tous sur le même ton, tous plus virulents les uns que les autres. 12 avis. 12 coups de poignard. Mon monde s'effondrait. C'était une attaque coordonnée, c'était évident. Mais par qui? Pourquoi? Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli renverser mon café. J'ai commencé à cliquer sur les profils des clients. La plupart étaient vides, des noms génériques, créés la veille. C'était un sabotage. Une campagne de dénigrement organisée pour détruire ma réputation avant même que j'aie pu vendre un seul savon. Et puis, le coup final est arrivé, l'estocade. Une notification d'email. L'expéditeur était Madame Dubois. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai eu la nausée. Madame Dubois était la propriétaire d'une chaîne de boutiques de cadeaux chic à Lyon. Elle avait adoré mes échantillons et m'avait promis une première commande importante, une commande qui aurait pu lancer mon entreprise pour de bon. J'ai ouvert l'email, priant pour que ce ne soit pas ce que je craignais. Chère mademoiselle Chloé, je fais suite à notre conversation et je suis au regret de vous informer que je ne donnerai pas suite à ma proposition de commande. Des échos très défavorables me sont parvenus concernant la qualité et la sécurité de vos produits. Ma réputation est en jeu et je ne peux prendre un tel risque. Cordialement, Sylvie Dubois. C'était fini.
Mon rêve, mon projet, mon avenir, tout était en ruine. Qui pouvait me haïr à ce point? La réponse m'est venue comme une évidence glaciale. Amandine. Ma cousine. La jalousie avait toujours été son moteur, mais je n'aurais jamais cru qu'elle était capable d'une telle cruauté. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle avait rabaissé mes réussites, même les plus petites. Le jour où j'avais eu mon bac avec mention, elle avait insinué que j'avais eu de la chance. Le jour où j'avais trouvé mon premier appartement, elle avait critiqué la taille du salon. Sa vie était une succession de frustrations et elle ne supportait pas de voir les autres, surtout moi, essayer de construire quelque chose. Alors que j'étais là, pétrifiée, j'ai reçu un message d'une amie à qui j'avais confié mes malheurs. Chloé, je ne veux pas envenimer les choses, mais tu dois voir ça. C'était une capture d'écran d'un groupe de discussion privée. On y voyait Amandine se vanter, la petite sainte Chloé et ses savons ridicules, c'est terminé. Je lui ai appris ce que c'est que de se croire supérieure. Bien fait pour elle. Elle avait même mentionné avoir glissé un mot à une de ses connaissances qui connaissait bien Madame Dubois, en l'avertissant charitablement. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était une exécution planifiée. Elle ne voulait pas seulement me voir échouer, elle voulait m'anéantir. Et elle avait réussi. Assise dans mon petit appartement, entourée par des dizaines de boîtes de savon, fruit de mon travail et de mes espoirs, je me sentais vide. La colère avait laissé place à un désespoir infini. J'étais seule, trahie, et vaincue. J'étais au bord des larmes, prête à tout abandonner. C'est à ce moment précis que mon téléphone a vibré. C'était Alexandre. Et ce qu'il a dit n'était pas des mots de réconfort, c'était une promesse de guerre. Le nom, Alexandre, s'est affiché sur l'écran, et une vague de chaleur a traversé le désert de glace qui était devenu mon cœur. Alexandre. Mon mari. Mon secret le mieux gardé. Nous nous étions mariés civilement 6 mois plus tôt, à la mairie d'un petit village où personne ne nous connaissait, avec pour seul témoin 2 employés municipaux. Ce n'était pas par honte, loin de là. C'était ma condition, une condition que j'avais posée dès le début de notre relation. J'avais besoin, pour moi, pour ma propre estime, de réussir par mes propres moyens. Ayant grandi dans une famille où la valeur d'une femme se mesurait à la situation de son mari, je m'étais juré de briser ce cycle. Je ne voulais pas être la femme de. Je voulais être Chloé. Je voulais que ma famille, un jour, me respecte pour ce que j'étais, pour ce que j'avais accompli, pas pour l'homme que j'avais épousé. Alexandre, avec une compréhension et une patience infinie qui m'avaient bouleversée, avait accepté. Il comprenait mon combat, car lui aussi était parti de rien avant de bâtir son empire. Il vivait et travaillait principalement à Paris, nous nous voyions les week-ends, construisant notre histoire loin des regards toxiques et des jugements de ma famille. Avant de continuer et de vous raconter notre conversation, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà été victime d'une injustice, d'une trahison qui vous a donné envie de tout laisser tomber? Si vous vous sentez à l'aise de le partager, dites-le moi dans les commentaires. Racontez-moi comment vous avez trouvé la force de continuer. Vos histoires sont importantes, elles créent un lien entre nous, et sachez que nous lisons absolument tout. J'ai décroché, ma voix n'était qu'un murmure brisé. Allô? Chloé? Mon amour, ça ne va pas? Il connaissait ma voix mieux que personne. Il a su, à cette simple syllabe, que quelque chose était terriblement cassé. Je n'ai pas pu retenir mes larmes plus longtemps. Elles ont déferlé, un torrent de chagrin, de rage et d'impuissance. Entre 2 sanglots, je lui ai tout raconté. Le dîner, les paroles de mes parents, l'humiliation. Puis le sabotage, les faux avis, l'email de Madame Dubois, la trahison d'Amandine, la capture d'écran, la méchanceté pure et gratuite. Je lui ai tout déballé, sans filtre, la voix rauque de désespoir. C'est fini, Alex. Tout est fini. Elle a gagné. Ils ont tous gagné. Je suis une idiote d'avoir cru que je pouvais y arriver. De l'autre côté de la ligne, il y a eu un non-silence. Pas un silence vide ou gêné, mais un silence lourd, dense, presque palpable. Je pouvais l'imaginer dans son grand bureau parisien, regardant les toits de la ville, sa mâchoire se contractant légèrement sous l'effet de la colère. Il n'a pas dit « ce n'est pas grave » ou « tu t'en remettras ».
Il n'a pas essayé de minimiser ma douleur. Il l'a accueillie, il l'a absorbée, il l'a faite sienne. Quand il a enfin parlé, sa voix était calme, posée, mais empreinte d'une froideur que je lui connaissais rarement. C'était la voix de l'homme d'affaires, celui qui dirigeait un empire financier que ma famille ne pouvait même pas concevoir en rêve. Écoute-moi bien, Chloé, a-t-il commencé. J'ai épousé Chloé, la créatrice passionnée, la femme qui transforme des fleurs en petits bijoux de douceur. Je n'ai pas épousé une femme qui abandonne face à la méchanceté de gens médiocres. Ce n'est pas toi, ça. Il a fait une pause, laissant ses mots s'imprégner, chasser un peu du désespoir qui m'envahissait. Leur monde est petit, Chloé. Il est construit sur la peur, sur la jalousie, sur le besoin de rabaisser les autres pour se sentir moins misérable. Tu ne fais pas partie de ce monde. Tu as essayé de leur montrer le tien, un monde de création, de passion et de beauté. Ils l'ont piétiné parce qu'ils ne le comprennent pas et qu'il les effraie. Alors maintenant, laisse-moi leur montrer à quoi ressemble le vrai monde. Le mien. J'ai reniflé, essuyant mes larmes avec le dos de ma main. Mais que veux-tu faire? C'est trop tard. Ma réputation. La réputation, m'a-t-il coupé, ça se construit et ça se détruit. Mais le caractère, la valeur d'une personne, c'est immuable. Je suis tombé amoureux de ton caractère, de ta volonté de te battre pour tes rêves, sans rien demander à personne, même pas à moi. C'est cette force que j'admire. Je ne laisserai pas des vipères détruire ce qu'il y a de plus admirable en toi. Ces mots étaient un baume sur mes plaies. Il ne me voyait pas comme une victime. Il me voyait comme une combattante qui venait de perdre une bataille, pas la guerre. Ne fais rien, a-t-il continué. Absolument rien. Ne réponds à personne. N'appelle pas tes parents. Ne confronte pas Amandine. Agis comme si de rien n'était. Demain matin, les choses commenceront à changer. Fais-moi confiance. Mais qu'est-ce que tu vas faire, ai-je insisté, une pointe d'inquiétude dans la voix. Je vais simplement remettre les pendules à l'heure, a-t-il répondu, et j'ai presque pu voir un sourire glacial se dessiner sur ses lèvres. Avec précision. Il a raccroché sans me dire son plan. Une partie de moi avait peur de sa puissance, de ce qu'il était capable de déchaîner. Mais une autre, plus grande, sentait une excitation terrible, une anticipation presque coupable. La justice n'allait pas seulement être rendue. Elle allait être administrée. Le lendemain, le rideau allait se lever sur une pièce dont ma famille ne soupçonnait même pas l'existence. Le lendemain matin, une atmosphère étrange régnait dans la maison de mes parents, où j'étais retourné passer la nuit, trop anéanti pour rester seul dans mon appartement qui me semblait soudain être le mausolée de mes rêves brisés. Le silence était tendu, pesant. Ma mère m'évitait du regard, s'affairant dans la cuisine avec une agitation anormale. Mon père lisait son journal avec une concentration feinte, le visage fermé, affichant l'air satisfait de celui qui a remis son enfant dans le droit chemin. Amandine, qui avait passé la nuit là aussi, n'arrêtait pas de me lancer des regards victorieux en sirotant son café, un petit sourire en coin. Il pensait que le chapitre était clos. Il se trompait lourdement. Vers 10 heures, la sonnette a retenti. Un son clair et impérieux, pas le « ding-dong » fatigué de d'habitude. Ce son avait une autorité qui a fait sursauter tout le monde. Ma mère a essuyé ses mains sur son tablier et est allée ouvrir, s'attendant à voir le facteur ou une voisine. Sur le seuil se tenait un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume 3 pièces gris anthracite, taillé à la perfection. Ses chaussures noires brillaient comme des miroirs. Il n'était pas un simple commercial ou un démarcheur. Tout en lui sa posture droite, son attaché-caisse en cuir grainé qu'il tenait à la main, le calme absolu de son regard bleu acier respirait l'autorité et le pouvoir. « Madame Martel », dit-il d'une voix polie mais dénuée de toute chaleur. « Je cherche la famille Martel. Je suis attendue. » Ma mère, décontenancée par cette assurance, l'a fait entrer sans un mot. Nous nous sommes tous tus. Mon père a baissé son journal, le pliant avec une lenteur calculée pour masquer sa surprise. Amandine a posé sa tasse, son sourire s'effaçant légèrement. L'homme a balayé la pièce d'un regard rapide, évaluant chaque personne, chaque meuble, avec une précision chirurgicale, comme un expert estimant la valeur d'un lot avant une vente aux enchères. « Bonjour », a-t-il dit en s'adressant à l'assemblée. Mon père s'est levé,
retrouvant un peu de sa superbe de chef de famille. C'est à quel sujet? Nous n'avons pas de rendez-vous. L'homme a ignoré la question. Il a d'abord posé les yeux sur mon père, un long regard pénétrant qui semblait lire à travers lui. Monsieur Bernard Martel, n'est-ce pas? Gérant de Martel Matériaux. Il a marqué une pause. J'espère que les affaires sont bonnes. Les temps sont durs pour les petites entreprises familiales, la concurrence est rude, les marges se réduisent. Il y avait dans sa voix une pointe de sympathie si manifestement fausse qu'elle en devenait une insulte. Mon père, dont l'entreprise était au bord du gouffre, a senti le coup et son visage s'est empourpré. Il détestait qu'on lui rappelle ses difficultés. Puis, l'homme s'est tourné vers mon oncle Michel. Michel, le frère de ma mère, était le mouton noir de la famille. Un ancien ébéniste à la retraite, un homme simple, un peu bourru, qui avait toujours été le seul à me défendre, ou du moins, le seul à ne jamais participer au lynchage collectif. Il était assis en retrait, comme à son habitude, dans le vieux fauteuil près de la fenêtre. L'homme s'est approché de lui, et son expression s'est très légèrement adoucie, presque imperceptiblement. Monsieur Michel Lambert? Mon oncle a hoché la tête, surpris qu'on s'adresse à lui. Excellent. Monsieur de Courcy m'envoie spécifiquement pour vous. Le nom a flotté dans l'air, chargé d'électricité. De Courcy. J'ai vu un éclair de reconnaissance paniqué dans les yeux de mon père. Le groupe de Courcy était une entité quasi mythique dans la région, un mastodonte de l'investissement et de l'immobilier. Que pouvait-il bien vouloir à Michel, un retraité sans fortune? Monsieur de Courcy, a continué l'homme en s'adressant à mon oncle mais en regardant tout le monde, s'assurant que chaque mot portait, c'est que vous êtes le seul homme de principe dans cette pièce. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui. La phrase a eu l'effet d'une bombe. Ma mère a ouvert la bouche, scandalisée. Mon père est devenu blême. Amandine a perdu son sourire arrogant pour de bon. Pourquoi Michel? Qu'est-ce que cela signifiait? L'homme a posé son attaché-caisse sur la table basse avec un bruit sourd et précis. Il a composé le code des serrures en laiton, qui ont cliqué avec une finalité inquiétante. Il l'a ouvert. Il n'en a pas sorti de brochure ou de contrat. Juste un unique et épais dossier en cuir noir. Il l'a fait glisser sur la table en direction de mon oncle. Sur la couverture, en lettres d'or discrètes mais immistakable, était gravé le logo du groupe de Courcy. Mon père a fixé le dossier comme si c'était un serpent. Il venait de comprendre que cet homme n'était pas là par hasard. Il était un messager. Et le message qu'il apportait n'était pas une bonne nouvelle. Pas pour eux, en tout cas. Il a posé le dossier en cuir sur la table. Le silence était total. Ce dossier n'allait pas seulement révéler un secret, il allait prononcer une sentence. Mon oncle Michel regarda le dossier, puis l'homme en costume, puis moi, l'air complètement perdu. Il n'avait jamais été au centre de l'attention de sa vie, et encore moins de ce genre d'attention qui ressemblait étrangement à une mise en scène judiciaire. L'homme en costume, que je saurai plus tard s'appeler Monsieur Durand, le conseiller personnel et homme de confiance d'Alexandre, fit un geste de la main. Ouvrez, je vous prie, Monsieur Lambert. Il y a plusieurs documents qui requièrent votre attention, ou du moins, votre présence en tant que témoin moral de leur remise. Tremblant légèrement, mon oncle a ouvert le fermoir doré. Le silence dans la pièce était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Mon père se tenait debout, les poings serrés, le visage passant par toutes les nuances du blanc au rouge. Ma mère était assise, figée, son visage une toile de confusion et d'appréhension. Amandine, elle, essayait de paraître détachée, mais le battement rapide d'une veine sur sa tempe la trahissait. Elle se rongeait l'ongle du pouce, un vieux tic nerveux qu'elle n'avait plus eu depuis l'adolescence. Monsieur Durand a sorti le premier document du dossier. C'était une liasse de plusieurs pages, agrafée, avec l'entête d'un grand cabinet d'avocats parisiens dont le nom seul suffisait à effrayer le commun des mortels. Il ne l'a pas donné à mon oncle. Il s'est levé, a traversé le tapis d'un pas mesuré, et l'a tendu directement à Amandine. Mademoiselle Amandine Martel, dit-il d'un ton glacial qui ne laissait place à aucune discussion. Ceci est pour vous. Amandine l'a prise avec une main hésitante, comme si le papier pouvait la brûler. En lisant les premières lignes, son visage s'est décomposé.
C'était une mise en demeure formelle. Le document détaillait, avec une précision terrifiante et clinique, la campagne de diffamation qu'elle avait orchestrée contre Fleur de Peau. Il listait les heures de création des faux profils, les adresses IP, remontées par les experts en cybersécurité du groupe de Courcy, et contenait même une transcription certifiée de ses messages dans le groupe de discussion où elle se vantait de son méfait. Le cabinet d'avocats l'accusait de diffamation, de dénigrement commercial et de concurrence déloyale, demandant un retrait immédiat et public des commentaires, ainsi que la publication d'excuses sur ses réseaux sociaux, sous peine de poursuites judiciaires. La dernière page mentionnait une estimation provisoire des dommages et intérêts réclamés, un chiffre à 5 zéros qui a fait halter Amandine. Mais, c'est une blague ? Vous n'avez pas le droit, a-t-elle balbutié, les yeux écarquillés de panique. Le groupe de Courcy ne plaisante jamais avec la réputation des entreprises dans lesquelles il a un intérêt, mademoiselle, répondit sèchement Durand. Et il se trouve que monsieur de Courcy a un intérêt tout particulier, presque affectif, pour la marque Fleur de Peau. Le souffle de ma mère s'est coincé dans sa gorge. Mon père a fait un pas en avant, la fureur l'emportant sur la peur. Quel intérêt ? C'est juste, une lubie de ma fille. Vous n'allez pas nous faire croire. Monsieur Durand a eu un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est là que vous vous trompez. Il est retourné vers le dossier et en a sorti un deuxième ensemble de documents, plus épais encore. Celui-ci, il l'a posé devant mon père. Ce n'était pas une offre de rachat. C'était pire. C'était une humiliation publique sous forme de dossier de presse. Le groupe de Courcy, annonça Durand d'une voix claire et forte, est fier d'annoncer son prochain projet majeur, le développement du Domaine Estia, un complexe résidentiel et commercial de luxe à la périphérie de Lyon. Un projet de plusieurs millions d'euros. Il a fait une pause, savourant son effet. Pour ce projet, nous lancerons un appel d'offres public pour tous les contrats de fourniture de matériaux. Absolument tous. La transparence est notre maître mot. Il a tapoté le dossier. Voici une copie préliminaire des critères de sélection. Solidité financière prouvée sur les 5 dernières années, capacité de production à grande échelle, certification environnementale ISO 14001, référence impeccable sur des projets d'envergure similaire. Des standards très élevés, comme vous pouvez l'imaginer. Il a regardé mon père droit dans les yeux, son regard le clouant sur place. Monsieur de Courcy pense que la compétition est saine. Elle révèle qui est vraiment compétent sur le marché, et qui ne l'est pas. N'est-ce pas, monsieur Martel ? C'était diabolique. Alexandre ne lui offrait pas une porte de sortie en rachetant son entreprise en faillite. Il créait une compétition qu'il savait que mon père ne pourrait jamais gagner, l'exposant publiquement comme un entrepreneur de seconde zone, incapable de jouer dans la cour des grands. L'humiliation était totale, et elle était administrée avec le scalpel froid et précis du monde des affaires. C'était une mort professionnelle, pas une simple défaite. Le visage de mon père est passé du rouge à un blanc cireux. Il venait de comprendre qu'il était piégé, que son sort était scellé non pas par une attaque directe, mais par la simple existence d'un pouvoir si écrasant qu'il le rendait insignifiant. Il venait de comprendre. Et puis, l'homme a sorti la deuxième enveloppe du dossier. Une enveloppe crème, élégante, fermée par un seau de cire. Maintenant, dit-il avec une soudaine légèreté dans la voix, passons aux choses agréables. La deuxième enveloppe contrastait violemment avec les documents légaux et les dossiers d'appel d'offres qui gisaient sur la table comme des oiseaux de mauvais augure. Celle-ci était faite d'un papier épais, presque du carton, de couleur crème, et le nom de mon oncle, monsieur Michel Lambert, y était calligraphié d'une main élégante à l'encre noire. L'atmosphère dans la pièce avait changé. La peur et le choc étaient toujours présents, mais une nouvelle émotion s'y était ajoutée, une confusion totale, une énigme qui défiait toute logique familiale. Ceci est personnel, précisa monsieur Durand en tendant l'enveloppe à mon oncle avec une déférence surprenante. De la part de monsieur de Courcy lui-même. Mon oncle la prit comme s'il avait peur de la brûler. Ses mains d'ancien ébéniste, habituées au bois et aux outils, semblaient maladroites face à cet objet de luxe. Sous le regard avide et anxieux de toute la famille, il brisa le seau de cire rouge qui portait les initiales A.D.C. Il en sortit un carton d'invitation rigide, dont les bords étaient dorés à la feuille. Il plissa les yeux pour lire, ses lèvres bougeant silencieusement,
comme s'il déchiffrait une langue étrangère. Au fur et à mesure de sa lecture, ses sourcils se haussèrent de plus en plus haut, jusqu'à presque disparaître dans sa chevelure grisonnante. « Mais, je ne comprends pas, murmura-t-il, en me regardant, puis en regardant l'invitation, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, lisez à voix haute, Michel, s'impatienta ma mère, sa voix stridente trahissant sa nervosité. Elle ne supportait pas d'être exclue de ce nouveau mystère. Mon oncle s'éclaircit la gorge, prenant une grande inspiration. Alexandre de Courcy a le plaisir de convier monsieur Michel Lambert ainsi que sa nièce, mademoiselle Chloé Martel, à une soirée privée en l'honneur des jeunes talents et entrepreneurs de la région. Il s'arrêta, dégluti, ses yeux parcourant à nouveau les lignes gravées. La réception aura lieu ce soir, à 20h, au domaine de Courcy, en Beaujolais. Ce soir. Le domaine de Courcy. Une invitation personnelle. Chaque mot tombait comme une pierre dans un lac silencieux, créant des ondes de choc qui balayaient la pièce. Le domaine de Courcy n'était pas juste une grande maison. C'était une légende locale, un domaine viticole historique transformé en une résidence privée ultra exclusive, dont on disait qu'elle rivalisait avec les châteaux de la Loire. Y être invité était un signe de reconnaissance sociale suprême, un passeport pour un monde auquel ma famille n'aurait jamais osé rêver. Ce soir, répéta mon père d'une voix blanche. Pourquoi? Et pourquoi lui? Et elle? Il me désigna d'un mouvement de tête, le mépris luttant avec l'incompréhension. Il ne comprenait pas comment les deux personnes qu'il considérait comme les plus insignifiantes de la famille pouvaient être les invités d'honneur. Ma mère se leva d'un bond, son visage congestionné. C'est absurde. C'est une erreur. Pourquoi seulement Chloé et Michel? Nous sommes ses parents. C'est nous qui devrions y aller. C'est une question de respect. Sa voix était montée dans les aigus, une note de panique perçant à travers l'indignation. C'est à ce moment que j'ai décidé de parler. Je me suis levée, lentement, et tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé calmement, mais chaque mot était pesé, chaque syllabe était une lame. Peut-être, commençai-je en regardant ma mère droit dans les yeux, parce que quand vous riez tous de mon projet anéanti, il était le seul à ne pas le faire. Il est resté silencieux, mais son silence était un soutien, pas une approbation. Je me suis tournée vers mon père. Peut-être parce que quand tu as brisé ta promesse et que tu m'as humiliée, il est venu me voir discrètement après, dans le jardin, pour me dire de ne pas abandonner, que j'avais du talent. Enfin, j'ai regardé Amandine, dont le visage était livide. Et peut-être parce qu'il n'a jamais, essayé de détruire quelqu'un par pure jalousie. Parce qu'il a un cœur, lui. J'ai conclu, en m'adressant à toute la pièce, ma voix portant avec une clarté nouvelle, Alexandre respecte la loyauté, maman. Il respecte l'intégrité et la gentillesse. Il méprise la trahison et la méchanceté. C'est aussi simple que ça. La vérité, dite si simplement, a eu l'effet d'une gifle. Ma mère s'est rassise lourdement, comme si ses jambes ne la portaient plus. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il comprenait enfin. Il ne s'agissait pas d'affaires. Il ne s'agissait pas de contrat. Il s'agissait de moi. J'étais le centre de tout cela. La fille silencieuse, l'artiste raté, la rêveuse qu'ils avaient essayé de rabaisser, était d'une manière ou d'une autre connectée à l'homme le plus puissant de la région. Et cet homme était en train de prendre ma défense d'une manière spectaculaire. Le silence qui a suivi était assourdissant. Vous auriez pu entendre une mouche voler. Ma mère a murmuré, comme pour elle-même, une question qui flottait dans l'air comme un fantôme. Mais qui est-il pour toi? Mais ce n'était que le début de leur longue descente aux enfers. Ma mère a posé la question que tout le monde se brûlait les lèvres de poser. Mais qui est-il pour toi? Sa voix n'était plus arrogante, elle était faible, pleine d'une peur nouvelle et palpable. Avant que je puisse répondre, Monsieur Durand a pris la parole, son ton redevenant celui d'un professionnel qui conclut une réunion. Il était clair que le spectacle était terminé pour lui. Mes instructions sont claires, dit-il en refermant son attaché-caisse avec un claquement sec qui a fait sursauter tout le monde. Une voiture viendra chercher mademoiselle Chloé et monsieur Lambert à 19h précises. Je vous conseille d'être prêt. Le chauffeur n'attendra pas. Il a ajusté sa cravate, un geste final et définitif.
Pour le reste, je pense que tous les messages ont été passés. Il s'est incliné légèrement vers moi et mon oncle, un signe de respect qui contrastait avec le regard vide qu'il a gratifié le reste de la pièce. Puis, il s'est dirigé vers la porte et est parti, nous laissant dans le sillage de sa visite dévastatrice, dans une pièce soudainement trop petite pour contenir toutes les émotions qui s'y entrechoquaient. Pendant une seconde, personne n'a bougé. C'était comme si le temps était suspendu, comme si nous étions tous les personnages d'une pièce de théâtre figée après le coup de théâtre final. Et puis, le chaos s'est déchaîné. Vous imaginez la scène? Une famille arrogante, qui quelques heures auparavant se sentait toute puissante, soudainement réduite à supplier. Restez avec moi pour voir jusqu'où leur désespoir les a menés. Amandine a été la première à craquer. Elle s'est précipitée vers moi, la lettre de l'avocat tremblant dans sa main comme une feuille morte. Chloé, s'il te plaît. Tu dois lui parler. Dis-lui d'annuler ça. Je suis désolée, d'accord? C'était une blague stupide, je ne le pensais pas. Je suis prête à tout effacer, à écrire des excuses, tout ce que tu veux. Je ne peux pas payer ça, je vais être ruinée, mes parents vont me tuer. Les larmes coulaient sur son maquillage, créant des sillons noirs sur ses joues. La méchanceté avait fait place à une panique abjecte. Je l'ai regardée, sans haine, mais sans pitié non plus. Une blague, Amandine? Tu as essayé de détruire mon gagne-pain, de saboter des mois de travail, de répandre des mensonges. Ce ne sont pas des blagues, ce sont des actes. Et les actes ont des conséquences. Il est temps que tu assumes les tiennes. Puis ce fut le tour de mon père. Il a essayé de jouer la carte de l'autorité paternelle, une dernière tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait totalement. Chloé, ça suffit maintenant. Cette comédie a assez duré. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler ce monsieur de Courcy, et tu vas lui dire de tout arrêter. C'est un ordre. Nous sommes une famille, on ne se fait pas ça entre nous. Une famille, ai-je répété, ma voix glaciale. Où était la famille dimanche soir quand tu m'as traité comme une moins que rien devant tout le monde? Où était la famille quand tu as piétiné mon rêve et que tu as ri de mon humiliation? Tu ne peux pas invoquer la famille seulement quand ça t'arrange, papa. Ça ne marche pas comme ça. Finalement, ma mère. Elle s'est approchée, a essayé de me prendre la main, son visage déformé par l'incompréhension et le désespoir. J'ai reculé d'un pas, Chloé, mon bébé. Tu ne peux pas nous faire ça. À nous, tes parents. Cet homme, il te manipule. Il est trop puissant, trop différent de nous. Reviens à la raison. Nous devons rester unis. Une famille doit se serrer les coudes. Le mot « unis » m'a frappé. Unis contre qui, maman? Contre moi? C'est ce que nous avons toujours été, n'est-ce pas? Vous tous, unis contre moi. Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu au-delà de la mère critique, j'ai vu une femme terrifiée à l'idée de perdre le peu de statut social qu'elle pensait avoir. Une famille ne détruit pas les rêves de ses enfants pour le plaisir, maman, ai-je dit doucement, mais fermement. Une famille ne choisit pas l'orgueil plutôt que l'amour. Vous avez perdu ce titre hier soir, quand vous avez choisi de rire plutôt que de me défendre. C'est mon oncle Michel qui a mis fin à la scène. Il s'était levé, s'appuyant sur le dossier d'un fauteuil. Lui qui était toujours si effacé semblait soudain avoir grandi de plusieurs centimètres. Sa voix, habituellement si douce, était chargée d'une autorité nouvelle. Assez, a-t-il dit. Vous ne l'avez pas écouté pendant des années. Commencez aujourd'hui. Elle a raison. Il s'est tourné vers moi, un petit sourire triste sur les lèvres. Va te préparer, Chloé. Nous avons une soirée qui nous attend. Ces mots ont agi comme un signal. J'ai hoché la tête, et sans un regard de plus pour les visages défaits de mes parents et de ma cousine, j'ai traversé le salon et monté les escaliers vers mon ancienne chambre. Leurs supplications continuaient derrière moi, un bruit de fond pathétique que j'avais déjà commencé à ignorer. Je fermais une porte, pas seulement celle de ma chambre, mais celle de toute une partie de ma vie. En montant dans la berline noire et brillante qui est arrivée ponctuellement à 19h, j'ai cru que c'était fini. J'avais tort. Le pire de leur humiliation ne faisait que commencer. L'intérieur de la voiture était un cocon de cuir souple et de silence feutré.
Le bruit de la ville s'est estompé dès que la lourde portière s'est refermée avec un son mat et rassurant. Mon oncle Michel était assis à côté de moi, droit et un peu raide dans son meilleur costume, un costume sombre qu'il ne sortait que pour les mariages et les enterrements. Il regardait par la fenêtre, les lotissements familiers de notre quartier laissant place aux artères plus larges qui menaient hors de Lyon. Il semblait à la fois nerveux et excité, comme un enfant qui part pour un voyage inattendu. Pendant plusieurs minutes, nous n'avons rien dit. Le poids des événements de la journée était encore trop présent, trop lourd pour être mis en mots. C'est lui qui a rompu le silence, sa voix un peu rauque d'émotion. Il s'est tourné vers moi, son regard bienveillant rempli d'une question qu'il n'osait pas tout à fait formuler. « Chloé » a-t-il commencé. « Ce monsieur de Courcy, c'est bien plus qu'un simple ami, n'est-ce pas ?» J'ai soupiré, un long soupir qui semblait venir du plus profond de mon âme, relâchant une tension que je portais depuis des mois. « Oui, tonton Michel. C'est mon mari. » Il a accusé le coup sans surprise excessive, comme s'il s'en était douté. Il a simplement hoché la tête. « Alors pourquoi tout ce secret, ma petite ? » Je ne pouvais pas, tonton Michel. Tu comprends, toute ma vie, ils m'ont fait sentir que je n'étais pas assez. Pas assez intelligente, pas assez ambitieuse, pas assez, tout. Mon projet de savon, c'était ma façon de leur prouver, mais surtout de me prouver à moi-même, que je pouvais créer quelque chose de valeur toute seule. J'ai tourné mon regard vers lui, mes yeux s'emplissant de larmes, mais des larmes de gratitude cette fois. Si j'avais annoncé que j'étais mariée à Alexandre, tout aurait été attribué à lui. Mon succès, s'il y en avait eu un, aurait été le sien. Mon échec aurait été le mien. Je voulais que quelqu'un croie en moi, juste en Chloé. Pas en la femme d'un homme riche. Et tu sais quoi ? J'ai esquissé un petit sourire. Tu l'as fait, tonton. Tu as toujours cru en moi, même quand je n'étais rien à leurs yeux. Une larme a perlé au coin de son œil. Il me l'a prise dans sa main rugueuse d'ancien artisan, une main qui savait créer de la beauté à partir de bois brut. Tu n'as jamais été rien, Chloé. Ils étaient juste trop aveugles pour voir la lumière que tu avais en toi. Il a ajouté, après un silence, moi aussi, tu sais. Ils m'ont toujours traité comme l'idiot de la famille, le rêveur qui préférait travailler le bois plutôt que de faire des affaires. Peut-être qu'il faut être un peu rêveur pour voir la vraie valeur des choses. La conversation nous a apaisés. Alors que la voiture filait vers le nord, le paysage a changé. Les bâtiments ont disparu, remplacés par les collines douces et verdoyantes du Beaujolais, baignées dans la lumière dorée du soir. La voiture a quitté la route principale pour s'engager sur une allée privée, si longue qu'on ne voyait pas le bout. Des lanternes anciennes bordaient le chemin, s'allumant une à notre passage, comme une aide d'honneur. Et puis, au détour d'un virage, il est apparu. Le domaine de Courcy. Ce n'était pas une maison. Ce n'était même pas un manoir. C'était un petit château, une merveille d'architecture en pierre blanche et toit d'ardoise, entouré de jardins à la française impeccables et de vignes qui s'étendaient à perte de vue. J'ai entendu mon oncle halter à côté de moi. J'avais vu des photos, bien sûr, mais la réalité dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. La voiture s'est arrêtée en douceur sur le gravier crissant devant un perron majestueux. Un homme en livrée, d'une élégance sobre, est venu nous ouvrir la portière. « Bonsoir, Madame de Courcy. »« Bonsoir, monsieur. » Monsieur vous attend dans le grand salon. Le « Madame de Courcy » a été prononcé avec un naturel qui a fait tourner la tête de mon oncle. Il m'a regardé, les yeux ronds. « Alors, c'est vrai ? Vous êtes ? » J'ai simplement hoché la tête, un sourire aux lèvres. Nous sommes entrés. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Un hall immense, un sol en marbre poli comme un miroir où se reflétaient les lumières, un lustre en cristal de baccarat qui descendait sur 2 étages, scintillant de 1000 feux. Et tout au fond de ce décor de conte de fées, il était là. Alexandre. Il n'était pas en smoking. Il portait un pantalon de flanelle gris et un simple col roulé en cachemire noir qui accentuait sa haute stature. Il n'avait pas besoin d'artifice. Sa seule présence suffisait à remplir l'espace. Il nous a vus. Et son visage, souvent si sérieux et concentré, s'est illuminé du sourire que je connaissais si bien, un sourire qui n'était que pour moi.
Il s'est approché et a pris ma main. Tout semblait parfait, le monde extérieur, ma famille, la douleur, tout avait disparu. C'est alors que le chef de la sécurité, un homme discret avec une oreillette, s'est approché d'Alexandre, l'air grave. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Le sourire d'Alexandre s'est effacé. « Monsieur, nous avons un problème à l'entrée. » Mon sang s'est glacé. Je n'avais pas besoin de demander. Je savais exactement de qui il parlait. Un frisson glacial a parcouru mon échine, dissipant instantanément la chaleur et la magie du moment. « Ils sont là, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré, ma voix à peine audible, comme si prononcer les mots à voix haute pouvait rendre la réalité encore plus inévitable. Le regard d'Alexandre s'est durci, mais il a pressé doucement ma main, un geste de réconfort et de solidité. « Viens, a-t-il simplement dit. Il a fait un signe de tête au chef de la sécurité et nous a conduits, mon oncle Michel et moi, à travers un couloir lambrissé jusqu'à une petite pièce discrète, cachée derrière une porte dérobée dans la bibliothèque. C'était le bureau de la sécurité, un centre névralgique de technologie qui contrastait de manière saisissante avec le luxe classique du reste du domaine. Plusieurs écrans de surveillance diffusaient des images en direct de la propriété sous tous les angles. Et sur l'écran principal, en haute définition, la scène était à la fois pathétique et grotesque. Ils étaient tous là. Mon père, ma mère, Amandine. Ils avaient dû nous suivre, leur vieille berline crachotant sans doute derrière notre voiture de luxe silencieuse, un symbole parfait de leur situation. Leur voiture était garée sur le bas-côté, à l'extérieur des immenses grilles en fer forgé du domaine. Ils se tenaient devant les grilles, gesticulant en direction de l'interphone comme des naufragés sur une île déserte faisant des signes à un navire de croisière. La caméra, équipée d'un zoom puissant, nous montrait leurs visages en gros plan. Des visages déformés par un mélange de colère, de panique et d'une avidité non dissimulée. Le pouvoir était maintenant entre mes mains. L'ironie était presque douloureuse. Eux, qui m'avaient toujours refusé le moindre pouvoir, la moindre autonomie, étaient maintenant à ma merci. Les laisser entrer et risquer d'être blessés et manipulés à nouveau, ouvrir la porte à leur toxicité ? Ou leur fermer la porte au nez pour toujours, coupant les derniers liens qui me rattachaient à eux ? Dites-moi dans les commentaires, honnêtement, ce que vous auriez fait à ma place avant de découvrir ce que j'ai finalement choisi. Votre avis m'intéresse énormément. Mon père criait à l'interphone, son visage rouge de fureur. On ne pouvait pas entendre le son, mais on pouvait lire sur ses lèvres. Il parlait de sa fille, de son gendre, il exigeait qu'on lui ouvre au nom des liens sacrés de la famille. Ma mère pleurait, se passant la main sur le visage, adoptant l'attitude d'une mère éplorée et injustement rejetée par son enfant ingrate. Amandine, elle, se tenait un peu en retrait, jetant des regards avides par-dessus les grilles vers le château, calculant déjà, sans doute, les bénéfices qu'elle pourrait tirer de cette situation inespérée. Elle ne voyait pas une maison, elle voyait un coffre-fort. Je les regardais, et je ne ressentais plus la douleur aiguë de la veille. Je ne ressentais même plus de colère. Juste une immense lassitude. Et une sorte de pitié triste. Ils ne voyaient pas le domaine, les jardins, la beauté des lieux. Ils ne voyaient qu'un symbole de pouvoir et d'argent, une opportunité à saisir, un trésor à piller. Ils n'avaient rien compris. Ils ne comprendraient jamais. Ils étaient prisonniers de leur propre petitesse. Mon oncle Michel, à côté de moi, a poussé un long soupir. Certaines personnes ne changent jamais, Chloé. Elles ne voient le soleil que comme une occasion de prendre un coup de soleil. Alexandre n'a pas quitté l'écran des yeux. Puis, il s'est tourné vers moi. Son visage était impassible, mais je pouvais voir dans ses yeux une lueur intense. Il ne me jugeait pas. Il attendait. « C'est ta décision, Chloé », a-t-il dit d'une voix calme et basse. « Entièrement. Il suffit d'un mot de ta part, et je donne l'ordre de les faire escorter par la gendarmerie pour violation de propriété privée. Ils n'approcheront plus jamais à moins d'1 kilomètre d'ici. » Il a fait une pause, ses yeux plongeant dans les miens. Il suffit d'un autre mot, et je dis à mes hommes d'ouvrir les grilles. La décision t'appartient, et quelle qu'elle soit, je la soutiendrai. Ils me donnaient le pouvoir. Le pouvoir absolu sur leur sort. Eux, qui avaient passé leur vie à me contrôler, à me dicter ma conduite, à me rabaisser, étaient maintenant de l'autre côté d'une grille, leur destin suspendu à ma seule volonté.
La petite Chloé, la fille silencieuse, tenait la foudre dans ses mains. La question était, allais-je la déchaîner? J'ai regardé leur visage une dernière fois sur l'écran. J'ai repensé à leur rire, au mépris dans leurs yeux, à la jouissance qu'ils avaient éprouvée en me voyant souffrir. Je me suis souvenu de la main de ma mère qui m'apprenait à faire des savons, et de cette même main qui balayait mon rêve. Je me suis souvenu de la promesse brisée de mon père. J'ai repensé à la haine calculatrice d'Amandine. Et soudain, tout est devenu très clair. Il n'y avait pas de dilemme. Il n'y avait qu'une seule chose à faire. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé. Ma voix était stable, sans une once d'hésitation. Je me suis tourné, non pas vers Alexandre, mais vers le chef de la sécurité qui se tenait respectueusement en retrait, attendant ses ordres. J'ai montré du doigt la console de communication sur son bureau. Est-ce que je peux utiliser ça? Il a semblé surpris, a jeté un regard interrogateur à Alexandre qui a simplement hoché la tête en signe d'approbation. L'homme a appuyé sur un bouton. Vous êtes en ligne directe avec le poste de garde de l'entrée principale, madame. J'ai pris le micro, son contact était froid et lourd dans ma main, le poids du pouvoir, le poids de la décision finale. J'ai appuyé sur le bouton pour parler, et ma voix, claire et amplifiée, a résonné dans le silence du bureau de sécurité, mais aussi, je le savais, à travers les haut-parleurs de l'interphone, dehors, dans la nuit qui tombait. Ici Chloé de Courcy. J'ai marqué une pause, laissant mon nouveau nom s'imprégner dans l'air, une déclaration en soi, une affirmation de ma nouvelle identité. Sur l'écran, j'ai vu les 3 silhouettes se figer. Ils avaient reconnu ma voix. Le visage de ma mère s'est illuminé d'un espoir triomphant. Elle croyait que j'allais céder, que les liens du sang seraient plus forts que tout. Elle se trompait. Je vous donne un ordre formel, ai-je continué, ma voix ne tremblant pas, chaque mot choisi avec soin. N'ouvrez sous aucun prétexte. Les personnes qui se trouvent devant la grille ne sont pas invitées. Elles ne le seront jamais. Ce sont des intrus. Si elles persistent au-delà des 5 prochaines minutes, vous êtes autorisé à contacter les autorités compétentes pour trouble à l'ordre public et tentative d'intrusion. J'ai relâché le bouton. Le silence. Sur l'écran, la scène était surréaliste. L'espoir sur le visage de ma mère s'est mué en une incrédulité stupéfaite, puis en une fureur laide. Mon père a donné un coup de pied rageur dans la grille, un geste d'impuissance pathétique. Amandine a simplement secoué la tête, comme si elle ne pouvait pas croire à tant d'audace de ma part. Ils m'avaient sous-estimé. Toute leur vie, ils m'avaient sous-estimé. C'était leur dernière erreur. J'ai posé le micro. C'était fait. Le dernier lien était coupé. Ce n'était pas un acte de vengeance, rempli de haine. C'était un acte de préservation, un acte chirurgical pour enlever la tumeur qui rongeait ma vie. Je choisissais ma paix, ma santé mentale, mon avenir. Je me choisissais, moi, pour la toute première fois. Alexandre a posé une main sur mon épaule. Je suis fier de toi, a-t-il murmuré, sa voix empreinte d'une admiration sincère. Je me suis tourné vers lui, et pour la première fois de la journée, j'ai souri. Un vrai sourire, large et libéré. Merci de m'avoir fait confiance. Ce soir, a-t-il dit, son propre sourire répondant au mien, nous ne célébrons pas seulement les entrepreneurs de la région. Nous célébrons le premier jour du reste de ta vie. Une vie où personne, jamais plus, ne te fera taire. La soirée fut magique. Le grand salon était rempli de gens brillants, créatifs, passionnés. Personne ne m'a demandé qui était mon mari ou ce que faisait mon père. Ils m'ont demandé ce que je faisais. Je leur ai parlé de fleurs de peau, de mes formules, de ma passion pour les ingrédients naturels, de mon rêve de créer une entreprise éthique et locale. Et ils m'ont écouté. Avec un réel intérêt, avec respect. Au milieu de la soirée, Alexandre m'a prise par la main et m'a conduite vers une femme élégante qui discutait près de la cheminée. Chloé, je te présente Sylvie Dubois. Madame Dubois s'est retournée et m'a reconnue. La gêne se lisait sur son visage. Alexandre m'a tout expliqué, a-t-elle dit doucement. La campagne de dénigrement. Je suis sincèrement désolée de m'être laissée abuser. Dans notre milieu, la réputation est tout, et j'ai réagi trop vite. Vos échantillons étaient exceptionnels.
Elle a sorti une carte de sa pochette. Appelez-moi demain. Je ne veux pas seulement passer ma commande initiale. Je veux une exclusivité pour mes boutiques. Je veux tripler la commande. Je crois en votre projet, Chloé. Je crois en vous. Ce soir-là, en regardant les lumières du domaine scintiller sur les vignes, un verre de vin de la propriété à la main, j'ai compris une chose essentielle. La meilleure vengeance n'est pas la destruction de ses ennemis. C'est la construction de sa propre forteresse. Une forteresse de succès, de bonheur et de paix intérieure, si haute et si solide que leurs petites flèches empoisonnées ne peuvent plus jamais vous atteindre. Ma famille avait fait son lit de jalousie et d'amertume, il devait maintenant y dormir. Et moi ? Je n'ai plus jamais regardé en arrière. Mon avenir était devant moi, parfumé à la lavande et à la promesse d'un nouveau départ. Si mon histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et surtout, partagez votre propre histoire dans les commentaires. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile, couper les ponts avec quelqu'un, pour protéger votre propre bonheur et votre paix intérieure ? Votre expérience compte, et la partager peut aider quelqu'un d'autre à trouver la force de le faire. Merci de m'avoir écouté.